Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des plans directeurs invisibles qui organisent notre monde. Des lois de la physique les plus fondamentales à la complexité de nos industries et jusqu'aux conséquences, parfois tragiques, de ce que nous créons. C'est une bonne question, non? On vit entouré de technologies, d'objets, de systèmes ultra complexes, mais on ne voit jamais vraiment la mécanique interne, la structure qui soutient tout ça. Alors qu'est-ce qui orchestre tout ce balai? En fait, la réponse, c'est une sorte de code source universel. Mais attention, pas du code informatique, plutôt un ensemble de documents techniques, d'équations, de processus, qui dictent comment les choses fonctionnent, de la plus petite molécule à la plus grande usine. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Pour commencer, il faut revenir à la base de tout, les règles qui gouvernent la matière elle-même. C'est vraiment le premier chapitre de notre grand plan directeur. Prenons un exemple, l'équation de l'hydrostatique. Ça a l'air compliqué, mais en réalité, c'est ce qui explique pourquoi on a les oreilles qui se bouchent quand on plonge dans une piscine. C'est cette règle, toute simple, qui régit le comportement des liquides et des gaz, que ce soit au fond de l'océan ou dans l'air qu'on respire. Et ces lois ne sont pas juste de la théorie pour physiciens. Elles sont partout. Elles décrivent comment l'air s'écoule sur l'aile d'un avion ou comment l'eau circule dans un barrage. Ce sont les fondations de toute l'ingénierie des fluides. Et si on zoome encore plus, à l'échelle moléculaire, on trouve un autre jeu de règles. Celle qui concerne les polymères. Imaginez de très longues chaînes de molécules, un peu comme des spaghettis microscopiques. La façon dont elles s'emmêlent, c'est ça qui va déterminer si un plastique est rigide, souple ou bien élastique. C'est le plan directeur de la science des matériaux. Bon, c'est bien beau toutes ces lois fondamentales, mais comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique? Comment ces principes deviennent les objets de notre quotidien? Eh bien, la science des polymères, elle n'est pas du tout confinée au labo. Elle est à l'origine des feuillards en plastique qui scellent nos colis, du film étirable qui protège les palettes de marchandises et même des tissus qu'on porte. Chaque produit est le résultat direct d'une conception moléculaire bien précise. Et nos lois sur les fluides alors? On s'en sert pour booster nos machines? La suralimentation d'un moteur, par exemple, c'est tout simple. On utilise un compresseur pour injecter plus d'air dans les cylindres. C'est une application directe de la physique pour obtenir plus de puissance. C'est malin! Et pour passer d'une simple idée à un produit fini, il y a aussi un plan à suivre, une sorte de recette. On commence par une maquette, juste pour voir à quoi ça ressemble. Puis, un prototype géométrique pour vérifier que tout s'emboîte bien. Et enfin, un prototype fonctionnel pour s'assurer que ça fonctionne. Chaque étape est une validation du plan. Ok, fabriquer un prototype, c'est une chose. Mais en produire des millions à grande échelle, c'est une toute autre histoire. Là, il faut des plans directeurs pour gérer des systèmes industriels gigantesques. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'ingénierie de base. Pour faire simple, c'est le mode d'emploi complet pour construire et faire tourner une usine. Celui qui a inventé le procédé transmet tout son savoir-faire. C'est un transfert de connaissances absolument clé pour pouvoir dupliquer un succès industriel partout dans le monde. Et pour que tout fonctionne parfaitement, sans accroc, il y a un outil génial, la boucle d'amélioration continue. C'est un cycle en 4 temps. On prévoit, on réalise, on vérifie et on améliore. Ça tourne en permanence. C'est ce système qui garantit que la qualité et la sécurité ne sont jamais laissées au hasard. Jusqu'ici, on a vu des plans qui construisent, qui optimisent, qui contrôlent. Tout semble parfait. Sauf que cette formidable puissance de création a un côté sombre. Une erreur dans le plan, un oubli, une négligence. Et les conséquences peuvent être absolument désastreuses. Ces deux images sont difficiles à regarder. Elles sont le visage de ce qui arrive quand un plan industriel ignore la vie. À gauche, un tissu cérébral sain. Et à droite, le cerveau d'une victime de la maladie de Minamata, ravagée par le mercure. On voit la perte massive de neurones. Voilà le résultat concret d'un plan défaillant. Cette défaillance nous amène à l'une des pires catastrophes écologiques du XXe siècle, une leçon tragique sur ce que signifie la responsabilité. Cette tragédie ne s'est pas produite en un jour. Non, pendant des décennies, à partir de 1932, une usine a déversé du mercure dans la baie de Minamata. Il a fallu attendre des années pour que la maladie soit identifiée et encore plus longtemps pour que la cause soit officiellement reconnue. C'est une chronologie de la négligence. Au cœur du procès, cette phrase a tout changé. Elle établit un principe fondamental. Une entreprise a le devoir de tout faire pour anticiper et empêcher un drame, surtout quand la santé et la vie des gens sont en jeu. Et le tribunal a été clair, l'usine a failli à ce devoir essentiel. Mais le plus tragique, le plus horrible, c'est que le mercure a attaqué les fœtus dans le ventre de leur mère. Pour ces enfants à naître, le plan directeur de leur propre développement a été corrompu. Résultat, des dommages au cerveau irréversibles avant même la naissance, et une vie entière de handicap très lourd. La leçon de Minamata est brutale, mais elle est limpide. Notre génie technique, notre capacité à bâtir des industries complexes, tout ça nous donne un pouvoir immense.
Mais ce pouvoir vient avec une responsabilité qui est tout aussi immense. Face à un tel désastre, la communauté internationale a fini par réagir. La Convention de Minamata, c'est un nouveau plan directeur, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale. Son but, contrôler et réduire les émissions de mercure partout sur la planète pour qu'une telle tragédie ne puisse plus jamais arriver. C'est une tentative de réparer les erreurs du passé. Et on termine là-dessus. La science nous donne les plans pour façonner le monde. On sait créer des matériaux incroyables, des machines surpuissantes. Mais l'histoire de Minamata nous rappelle que la connaissance technique seule ne suffit pas. La vraie question, elle reste entière. Est-ce qu'on saura allier ce pouvoir de création avec la sagesse, la prévoyance et le sens des responsabilités ? Merci de m'avoir écouté.